Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours sur le plan d'entraînement. Donc, comme vous avez pu voir dans votre fichier Word, il y a la vidéo en deux parties, plus un questionnaire à remplir au milieu et à la fin. Voilà, donc on va démarrer. Donc le plan d'entraînement en FOAD. À quoi sert le plan d'entraînement? Alors, le plan d'entraînement permet de planifier l'effort d'un sportif sur une saison. Ceci en alternant période de travail, de repos et d'affûtage. Donc ça c'est en bref. Alors pourquoi faire? Un plan d'entraînement, ça permet de préparer le sportif à l'effort pour maximiser la progression dans une période de travail. Travailler ensuite spécifiquement sur ses objectifs pour enfin relâcher et optimiser la condition du sportif, afin que le nageur puisse donner le meilleur de lui-même lors des compétitions importantes. Donc ça c'est toujours des résumés pour vous expliquer en bref ce que c'est avant de rentrer plus en détail. Donc là on a deux vidéos. Donc la première elle va traiter de la partie 1 et la partie 2, les zones d'entraînement et les principes de base du plan d'entraînement. Donc il y aura cette première partie, ensuite un questionnaire, et ensuite on va rentrer plus dans le vif du sujet, dans la planification, dans les parties 3, 4 et 5. Alors, partie 1, les zones d'entraînement utilisées lors des entraînements. Donc un plan simple se base sur 5 zones physiologiques, soit l'endurance, zone 1 et 2, la résistance, zone 3 et 4, la vitesse, zone 5. L'aspect physiologique. En fonction de l'effort, les muscles vont réagir de différentes manières, principalement sur la façon de créer de l'énergie à l'intérieur du muscle. Pour effectuer la contraction musculaire, et donc le mouvement demandé, le muscle va consommer de l'ATP, adénosine triphosphate. L'ATP est présente dans notre muscle, mais est très rapidement consommée. Il va donc falloir la synthétiser rapidement et en continu. En fonction de la durée et de l'intensité de l'effort, l'ATP va être synthétisé différemment. C'est ce qu'on appelle les filières énergétiques. Donc ça veut dire qu'en fonction de la durée et de l'intensité de l'effort, les muscles vont réagir différemment. Pour faire la contraction, les muscles utilisent l'ATP et c'est une molécule qui doit être resynthétisée en continu pour que l'effort puisse être continué. Sinon, avec les réserves d'ATP qu'on a de base dans le muscle, on peut faire un ou deux mouvements et pas plus. Donc on va voir toutes ces filières. Alors la première filière, donc j'ai fait dans l'ordre d'utilisation. Donc la première c'est la vitesse, la zone 5. Donc c'est celle qui rentre en action en premier lors d'un effort. Donc ça c'est pour un effort court de moins de 20 secondes. Pour synthétiser l'ATP, cette filière va utiliser la créatine phosphate présente dans les muscles. Cependant, la quantité de créatine présente dans les muscles est faible, donc au bout de 20 secondes, cette réserve est épuisée. Cette filière est appelée anaérobie alactique car il n'y a pas de consommation d'oxygène ni de production de lactique. Ça veut dire que cette filière, elle rentre directement en action. Donc on a de la créatine phosphate présente dans les muscles. Ça va utiliser cette créatine phosphate pour synthétiser rapidement l'ATP. Donc ça veut dire qu'on a de l'ATP dans les muscles, on fait un ou deux mouvements, l'ATP qu'on a dans les muscles, elle est utilisée, et elle se recrée avec la créatine phosphate, et ça pour une vingtaine de secondes. Ensuite, il n'y a plus de créatine phosphate, donc on entre dans une autre zone de travail. La deuxième, la lactique, la zone 4. Alors, la filière lactique entre en action après l'anaérobie alactique, soit après 20 secondes. Ceci pour un effort de 20 secondes à 3 minutes. Donc ça dépend principalement de l'intensité de l'effort, parce que si pour un effort très élevé, on va descendre dans la durée, mais également si avec l'entraînement, on repousse de nouveau cette limite. Alors, pour synthétiser l'ATP, cette filière utilise les glycogènes, les sucres, et crée des acides lactiques. Cette filière, l'acide, lorsque les muscles saturent d'acide lactique. Cette filière s'appelle anaérobie alactique, car il n'y a pas de consommation d'oxygène et création d'acide lactique. Donc cette filière, elle rentre en action avant que tout le système cardio-respiratoire entre correctement en marche. Et donc, non, juste le système respiratoire. Donc,
ça intervient avant que le système respiratoire se mette en marche et utilise les glycogènes, comme on verra comme les zones d'après. Mais comme il n'y a pas l'intervention du système respiratoire, et ben ça va créer plus de déchets. Donc du coup, tous ces déchets, c'est l'acide lactique, et cette zone, elle est travaillée jusqu'à ce que les muscles saturent d'acide lactique. C'est quand on voit des efforts d'une à 2 minutes très intenses, et ben après, les muscles sont chargés, sont lourds, font même mal, et ben ça c'est l'acide lactique. Ensuite, les filières d'endurance. Zone 1, zone 2, zone 3. Donc, ces filières entrent en action à partir de 3-4 minutes, ceci pour un effort long, voire très long. Pour synthétiser l'ATP, cette filière utilise glucides et lipides avec consommation d'oxygène. Cette filière est appelée anaérobie alactique. Cette filière est limitée par la quantité d'oxygène maximum que l'organisme peut assimiler et apporter aux muscles. Alors, c'est limité par la quantité d'oxygène maximum pour la puissance de la filière. Pour la, pour la quantité, pour la durée de la filière, c'est limité simplement par la chaleur. Plus les muscles vont travailler, au bout d'un moment, le corps va transpirer pour réduire la chaleur du corps, mais au bout d'un moment, avec la fatigue, quand il n'y a plus d'énergie, et ben le corps va surchauffer. Et c'est là où on va devoir arrêter. Donc c'est pour les sportifs très entraînés, eh ben il y a pas de durée réelle. Par exemple, il y a des sportifs qui courent des journées entières, comme les nageurs qui font les 25 km et des choses comme ça. Ensuite, donc, la différence entre les trois zones d'endurance, c'est l'intensité. Donc la zone 1, comme on l'a dit, c'est c'est la zone qui travaille le plus long. Du coup, c'est celle qui n'a pas vraiment de durée maximum. Elle se travaille sur des efforts de plus de 45 minutes. Donc à partir de 45 minutes, on est dans cette zone, donc avec des pulsations entre 130 et 150 battements par minute, ce qui est relativement bas. C'est juste un effort un peu plus intense que marcher. Dès qu'on trottine, on est rapidement dans ces pulsations. Surtout pour des personnes qui ne font pas de sport. Donc ça développe l'endurance fondamentale. Ensuite, la zone 2, c'est la capacité aérobie. Travailler sur des efforts entre 20 et 40 minutes à intensité plus élevée. Pulsation entre 150 et 165 battements par minute. Donc la deuxième zone, c'est un peu plus intense comme effort, plus court. Donc c'est vraiment pour travailler la résistance en endurance. Donc ça se travaille entre 20 et 40 minutes, ça dépend de l'intensité. La zone 3, c'est la zone où on va travailler en puissance endurance. C'est la VO2 max. Travailler à pulse max, entre 4 et 12 minutes, c'est la zone de travail qui va pousser la capacité cardio-respiratoire à fond. Donc la capacité cardio-respiratoire, parce qu'on a les pulses à fond, et puis c'est limité, la puissance de la VO2 max est limitée par le maximum d'oxygène qu'on arrive à amener aux muscles. Donc ça veut dire que c'est la capacité pulmonaire plus l'assimilation de l'oxygène par l'organisme qui limite cette zone. Donc là, on va passer à la partie 2, donc les principes de base du plan d'entraînement. Donc c'est une liste de principes qu'on va voir ensemble qui expliquent... c'est des principes sur lesquels sont basés le principe de planification, etc. D'entraînement et de progression des nageurs. Donc ces principes sont la surcompensation, la continuité, la progression, la spécificité, la non-linéarité, l'individualisation, l'interférence, la réversibilité, la constance. Il y en a d'autres,
mais c'est les principales. Alors, peut-être la principale, c'est la surcompensation. Donc, la surcompensation, c'est le principe physiologique de l'adaptation à l'effort. Tout effort entraîne une fatigue, s'ensuit une récupération, puis une surcompensation, aussi appelée effet rebond. Donc, on a le corps, l'organisme en repos, on va l'entraîner. Donc, on va à l'entraînement, le corps se fatigue, derrière s'ensuit une récupération, donc après l'effort, on récupère, et le corps, principe d'adaptation, va surcompenser pour s'adapter à un effort similaire, voire plus dur, futur. Ensuite, principe de continuité. Continuité, c'est le principe de l'entraînement régulier. Si on arrête l'entraînement, on régresse. De plus que la natation est un sport de sensation, il faut sentir les appuis, une grosse coupure peut faire régresser cette sensibilité. Donc c'est un sport, enfin dans tous les sports, la continuité c'est presque la base, parce que en gros, plus non, ça c'est la... Ah, je cherche un peu mes mots. Donc la continuité, c'est vraiment que on a besoin de s'entraîner tout le temps pour ne pas perdre ces sensations et cette sensibilité. Alors, en deuxième, la progressivité. Donc la progressivité, c'est le fait d'augmenter la charge et volume progressivement pour que le corps s'y habitue. Augmenter trop vite la charge risque les blessures et ne pas l'augmenter laisse le sportif dans une zone de confort qui fait qu'il ne progresse pas. Donc la progressivité, ça veut dire que on va augmenter la charge progressivement. Donc par exemple, quand on va prendre des enfants à la piscine, on va commencer par des entraînements d'une fois 45 minutes dans la semaine pour qu'ils, déjà, d'un côté, pour qu'ils apprennent les nages et qu'on évolue dans ce sens, et puis au fur et à mesure, on va augmenter le nombre d'entraînements. Donc quand ils sont un peu plus grands, on leur apprend les nages, ils vont commencer à nager 2, 3, 4 fois dans la semaine. Et ensuite, quand on arrive vraiment à de l'entraînement chez des jeunes juniors, on va ensuite augmenter les charges. Donc ils vont nager de plus en plus, faire des séries de plus en plus importantes, et ainsi de suite. Alors, non-linéarité. Donc le principe de non-linéarité, la progression n'est jamais linéaire. Les situations du sportif sont constamment différentes, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Donc non-linéarité, c'est que tout simplement, le sportif n'est jamais dans les mêmes situations, il n'est jamais dans les mêmes formes, et puis ne s'adapte jamais totalement pareil aux séries, en fonction de son état, de sa fatigue, de plein de choses. Et du coup, ça fait qu'une progression n'est jamais linéaire. On a des fois des sportifs qui vont progresser très bien sur une période parce qu'ils sont en forme, parce que tout va bien. Derrière, ils peuvent avoir un petit coup de mou, petite baisse de morale. Même s'ils essayent de s'impliquer pareil à chaque entraînement, ils vont pas progresser de la même manière. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Spécificité. Le but de l'entraînement en natation, c'est d'être le plus rapide sur une course en natation. Il faut donc se rapprocher des conditions de course. Donc ça veut dire que il faut travailler toutes les zones physiologiques, il faut travailler plein de choses, mais derrière, le but d'un sportif, c'est d'être très efficace sur ses courses en natation. Donc ça veut dire que il va falloir travailler dans cette optique. Donc tout simplement, si on prend un nageur qui nage du 50 mètres nage libre, on va pas travailler à l'entraînement que de l'allure 1, de l'endurance fondamentale. On va travailler plus précisément de la technique explosive sur des parties techniques. Par exemple, à 50 mètres, c'est un plongeon, une coulée, une reprise de nage, de la nage et une arrivée. Donc on va vraiment se focaliser sur ces choses-là. Ensuite, individualisation, interférence, réversibilité, constance. Donc individualisation. Les sportifs réagissent tous différemment à une charge de travail. Il faut donc veiller à ce que chacun assimile les charges correctement. C'est valable pour plein de choses.
Chaque être humain est différent et donc pour les faire progresser, surtout quand on arrive à des niveaux internationaux, voire mondial, et ben les entraînements sont forcément adaptés pour le nageur, pour sa progression à lui. Que ce soit au niveau des séries, que ce soit au niveau de la PPG, il y a plein de choses qui, qui font que il faut vraiment axer sur des programmes individuels, dans la mesure du possible. Ensuite, interférence. Un nageur qui a couru, avait un autre sport ou de la musculation, avant un entraînement, ne va pas réagir pareil à l'entraînement que s'il n'a rien fait avant. Euh, c'est logique qu'un nageur ou même un autre sportif qui a déjà fait un autre entraînement, un autre effort juste avant un entraînement, eh ben, aura déjà ses réserves d'énergie un peu entamées avant de démarrer l'entraînement. Réversibilité. Le nageur progresse lorsqu'il s'entraîne, l'inverse est également vrai. Le nageur régresse lorsqu'il ne s'entraîne pas. Donc ça rejoint un peu le principe de continuité et puis de progressivité. Faut toujours s'entraîner. Des coupures milieu de saison, des choses comme ça. C'est bien quand c'est prévu et que ça fait partie de la récupération, mais quand c'est au milieu d'une phase de travail, ben ça perturbe beaucoup la progression du nageur. Ensuite, constance. Le nageur doit s'appliquer à chaque entraînement, même s'il n'est pas en forme. Il ne peut pas être à 100% à chaque entraînement. Ça veut dire que même entamé, même fatigué, ben, il faut continuer de s'entraîner, continuer de s'appliquer pour continuer la progression, tout simplement. Alors là, on arrive à la fin des deux premières parties. Donc, euh, vous avez le lien dans le fichier Word pour le questionnaire en ligne. Donc là, sur le questionnaire en ligne, vous pouvez rédiger quelques mots pour chaque question et passer ensuite à la deuxième vidéo. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous intéresse, et puis à tout de suite pour la deuxième vidéo.